Merci beaucoup. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Chancelier de l'Institut de France, Messieurs les Présidents, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie des sciences, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand privilège qui m'est offert de conclure ces échanges d'une telle qualité. Je veux en remercier les organisateurs de ces journées, en particulier M. Georges Jouzel, que je connais bien, puisqu'il fut lauréat de ma fondation en 2012 et me fait l'honneur de participer aux travaux de son comité français. Mais ma situation n'est pas très aisée. Il est difficile d'intervenir après tant de propos si argumentés. Il m'est impossible d'espérer faire la synthèse de tant de positions pertinentes. Il est illusoire de condenser en quelques minutes tous les sujets qui ont été abordés au cours de ces 2 jours. Même si on m'a rapporté ce qui s'est passé hier, j'ai assisté à celle de cet après-midi qui était fort intéressante. Je voudrais donc plutôt en revenir à ce qui est le principe même des champs des possibles que vous avez évoqués et qui constitue l'âme de ces lieux. Ce qui a été dit ici depuis hier est en effet issu d'une même exigence, qu'il s'agisse de la prise en compte des changements climatiques, de la compréhension de ses causes ou de l'invention de remèdes. Rien ne serait possible, rien n'aurait jamais été possible sans le travail des scientifiques. Dans cette Académie des sciences qui a accueilli au fil des siècles les plus grands noms de la recherche française, je ne peux m'empêcher ici d'avoir une pensée pour mon arrière-grand-père, le prince Albert Ier, qui fut d'abord correspondant de l'Académie des sciences en 1891 et associé étranger en 1909. Tous ici, nous sommes tributaires de la science et de ceux qui la font vivre. Tous, nous dépendons de leurs efforts, de leur engagement, de leur intelligence. Ça a été dit, mais je suis heureux de pouvoir le répéter. Sans la science, comment aurions-nous pu comprendre que notre planète puisse être menacée? Comment aurions-nous pu imaginer qu'une créature munie seulement d'un cortex cérébral un peu volumineux et de pouces opposables puisse mettre en péril les grandes lois du climat et de l'équilibre de nos espaces terrestres ou océaniques? Sans la science, comment aurions-nous pu percevoir un changement des températures de quelques degrés, voire de quelques dixièmes de degrés? Et comment aurions-nous pu envisager qu'il provoque la disparition ou la migration de nombreuses espèces et menace à terme la pérennité même de notre civilisation? Et sans la science, comment aurions-nous pu comprendre les raisons pour lesquelles la biodiversité s'effondre à un rythme jamais vu, alors que même tant d'espèces, et notamment marines, nous demeurent encore inconnues? Entre les défenseurs de l'environnement dont je suis et les scientifiques que vous êtes, il existe ce lien précieux et nécessaire que nous ne devons jamais oublier. Face à tous les périls qui menacent notre environnement, la science est notre premier et notre indispensable allié. Je pense en particulier à ce qui est aujourd'hui le plus grand des dangers auxquels notre planète fait face, le refus de comprendre les maux dont elle souffre et de les combattre. Ce danger, nous le voyons à l'œuvre alors même que le dérèglement climatique devient de plus en plus présent, depuis les records de température qui s'accumulent mois après mois, jusqu'au tragique méga-feu en Australie, les preuves s'imposent. Certains, pourtant, refusent encore de le croire. Parfois par calcul, électoral ou économique, le plus souvent parce que cela demeure trop complexe et peut-être trop abstrait ou trop lointain. Face à eux, nous devons affirmer notre confiance dans ce que nous dit la science. Et nous devons faire plus que l'affirmer, nous devons la défendre et l'illustrer, en particulier auprès du grand public, qui n'a pas toujours conscience de son importance. Mais également auprès des décideurs dont nous constatons trop souvent encore que nombre d'entre eux demeurent méfiants, sceptiques ou critiques vis-à-vis du travail des scientifiques. Défendre la science, c'est donc pour moi la première manière de lutter contre la destruction de notre environnement. Et c'est bien ce que je tâche de faire et ce que tâche de faire la Principauté de Monaco, qui depuis des décennies accueille laboratoires et événements scientifiques et se tient aux côtés des chercheurs et affirme leur importance partout où cela est possible. Car la science ne nous aide pas seulement à comprendre ce qui se passe, elle nous permet aussi, en ces temps de relativisme, de parler un langage universel,
de réunir les hommes et les femmes sur des fondements communs à une époque où il est si facile de les diviser. Elle nous permet également d'inventer des solutions qui façonnent notre avenir partagé. Elle fait émerger les possibles qui sont au cœur de ces journées, mais elle nous aide surtout à voir les choses dans leur globalité. C'est le second point que je souhaite aborder, la nécessité de comprendre l'environnement comme un tout et de ne pas isoler la question, climatique en premier lieu. L'exigence de la relier aux autres défis que notre planète affronte aujourd'hui, et en particulier la question de la biodiversité. Les deux enjeux sont indissociablement liés, de deux manières. D'une part, car les modifications du climat ont des effets dévastateurs sur la biodiversité. D'autre part, car une biodiversité préservée est un facteur d'atténuation du changement climatique. Je commencerai par les effets du changement climatique sur la biodiversité. C'est un phénomène que nous observons, hélas, de plus en plus. Je pense bien entendu, en premier lieu, aux incendies qui ravagent l'Australie, dont je viens de parler, dont les causes climatiques sont avérées et dont les effets sur la biodiversité sont connus. Et nous avons tous entendu cette estimation terrifiante de l'Université de Sydney, évaluant à 1 milliard le nombre d'animaux morts dans les feux. Et encore, cette estimation ne porte que sur les mammifères, les oiseaux et les reptiles, ignorant donc les centaines de millions d'amphibiens et plus encore d'insectes qui ont également sûrement péri. Parmi ces animaux, certains étaient de rares représentants d'espèces endémiques. Nous devons craindre d'avoir à jamais perdu des pans entiers de la biodiversité que ce continent si particulier qu'est l'Australie contient. Mais les effets du changement climatique sur la biodiversité ne se limitent pas à ces événements spectaculaires et heureusement encore rares, mais pour combien de temps ? D'autres logiques sont aussi à l'œuvre dont il nous faut avoir conscience. C'est la dégradation des écosystèmes, et en particulier les plus vulnérables, comme les mangroves ou les récifs coralliens, qui constituent de si précieux réservoirs de biodiversité. Ce sont les migrations d'espèces abandonnant des zones devenues inhospitalières pour bouleverser les équilibres de régions entières. C'est l'acidification des océans causée par les émissions carbonées toujours croissantes et leur concentration dans l'océan. C'est un phénomène qui d'ores et déjà affecte de nombreuses espèces de crustacés et de coquillages. Dès 2009, la déclaration de Monaco, signée par 150 scientifiques, a mis le phénomène en lumière. Depuis, nous sommes particulièrement mobilisés sur ce sujet préoccupant. De même, nous sommes très largement mobilisés pour la sauvegarde des coraux, eux aussi menacés par les changements climatiques. Et Monaco assure jusqu'à cet été la coprésidence de l'ICRI, de l'International Coral Reef Initiative. Au-delà de ces phénomènes à bas bruit qui montrent l'impact du climat sur la biodiversité, il y a donc une autre série de liens qui unissent ces deux phénomènes. Je pense au rôle que le maintien d'une robuste diversité biologique joue dans l'atténuation des changements climatiques et de ses effets. J'évoquais à l'instant les écosystèmes comme les mangroves ou les récifs coralliens. Leur situation est d'autant plus préoccupante que nous savons le rôle important qu'ils jouent pour le climat, surtout lorsqu'ils sont en bonne santé. Plus largement, nous devons mieux prendre en compte la situation des océans et de leur capacité à atténuer le réchauffement de la planète. Et à cet égard, le rapport spécial du GIEC, initié notamment à la demande de la Principauté de Monaco et rendu public à l'automne dernier, a été éclairant. Il nous a d'abord rappelé le rôle crucial qu'ont toujours joué les océans dans la capture de gaz carbonique. On estime en effet que l'océan a jusqu'ici absorbé près de 30% des émissions anthropiques de dioxyde de carbone et qu'il a réduit de 93% l'excédent de chaleur résultant de l'augmentation de l'effet de serre depuis les années 70. Or, cet apport vital de l'océan, sans lequel notre planète serait d'ores et déjà bien plus dégradée, est aujourd'hui menacé. Il est menacé par la saturation de gaz carbonique, qui entraîne l'acidification que j'évoquais et réduit les capacités d'absorption des eaux. Il est menacé par le réchauffement ou les pollutions qui altèrent sa biodiversité.
La capacité de l'océan à jouer un rôle de puits de carbone tient en effet en large partie aux espèces qui l'abritent. Les poissons tout d'abord, et en particulier ceux vivant entre 200 et 1000 mètres de profondeur, ils jouent un rôle essentiel dans le cycle du carbone organique par leur va-et-vient quotidien entre la surface et les grandes profondeurs. Les espèces végétales, ensuite, toutes contribuent de manière déterminante à la capacité des océans d'absorber du carbone. Or, ces végétaux sont menacés par le déclin des grands prédateurs, comme les thons ou bien sûr les requins, qui favorisent la prolifération des poissons herbivores, lesquels détruisent les herbiers et favorisent l'émission de carbone qu'ils maintenaient dans le sol. Enfin, les barrières naturelles, coraux, mangroves et marais, sont elles aussi en danger, alors même qu'elles amortissent la violence des houles et des cyclones, ainsi que les effets de la montée des niveaux des mers. Pour toutes ces raisons, il est plus que jamais nécessaire, chaque fois que la question du climat est évoquée, de prendre en considération la question de la biodiversité et plus largement celle des océans, dans tous leurs aspects. À cet égard, la COP 21, qui s'est tenue ici même à Paris il y a maintenant déjà 5 ans, en plus d'avoir abouti au très important accord de Paris, a été la première à préserver et à réserver une place importante à la question des océans et aux interactions entre océan et climat. Et je tenais, cher M. Fabius, à le rappeler compte tenu du rôle clé que vous avez joué dans son succès. Cette corrélation entre le climat et les océans est un enjeu essentiel, pour lequel je suis particulièrement mobilisé avec ma fondation et au sein notamment de la plateforme Océan et Climat. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de la préparation de la COP21 que nous avons créé cette structure précieuse avec d'autres ONG, mais aussi des institutions françaises et internationales. Et cet enjeu sera particulièrement à l'ordre du jour cette année 2020, étant marquée par la COP 15 de la Convention sur la diversité biologique, qui aura lieu à l'automne prochain à Kunming, en Chine. Et ce rendez-vous devra être l'occasion de mieux protéger nos océans et leurs écosystèmes les plus fragiles. Car pour les océans, comme pour tout ce qui a trait au climat, l'heure est à l'action. Elle est à l'exploration du champ des possibles, à la mise en œuvre de toutes les solutions qui ont été évoquées et qui seules nous permettront de tenir les objectifs de l'accord de Paris. Nous sommes en effet dans ce moment particulier que les anciens Grecs situaient à la rencontre de l'action et du temps, de la compétence et de l'opportunité, ce qu'ils nommaient kairos, ce bon moment pour agir bien, qui se présente à nous aujourd'hui, puisque nous savons qu'il faut agir, puisque nous savons comment il faut le faire, et puisqu'il n'est pas encore trop tard. Mais le temps presse, il nous faut emprunter toutes les voies, toutes les possibles, qui ont été développées ici depuis 2 jours. Il y a bien sûr la transition énergétique, mais aussi la promotion d'une agriculture durable, moins consommatrice de terre et moins émettrice de gaz à effet de serre. Car l'agriculture, elle aussi, représente un quart de nos émissions. Le développement également d'une industrie plus responsable dans sa consommation d'énergie comme de matières premières. La révolution des transports qui passe à la fois par le développement des véhicules électriques ou aussi à hydrogène sur Terre, mais aussi par la transition énergétique dans les transports maritimes ou aériens et par l'utilisation de carburants alternatifs. Le secteur du bâtiment, qui lui aussi a de gros efforts à faire, en termes notamment de matériaux et d'efficacité énergétique, et c'est l'un des chantiers importants sur lesquels nous nous concentrons aussi à Monaco. Mais puisque nous parcourons le champ des possibles, je voudrais évoquer 2 autres voies qui ne peuvent être négligées. Il s'agit d'abord des solutions de capture de carbone, qui sont de 2 ordres, les puits naturels, bien sûr, les forêts qu'il nous faut cesser de détruire et de mieux protéger, l'agriculture qui peut contribuer davantage, et bien sûr les océans, et les puits artificiels pour lesquels des solutions peu à peu apparaissent et semblent de plus en plus prometteuses. Enfin, nous savons déjà que malgré tous nos efforts, le changement climatique est de plus en plus une réalité à laquelle nous devons nous adapter. Et ici aussi, le champ des actions est vaste.
Toutes ces perspectives posent bien sûr des difficultés diverses. Aucune ne sera simple à mettre en œuvre. Aucune. Mais toutes sont possibles et toutes appellent nos efforts. Et toutes surtout appellent notre détermination. Car c'est cette détermination qui rend les solutions possibles. Quand certains voudraient nous faire croire que l'action est inutile, c'est qu'il est déjà trop tard. Car c'est en chacun de nous que commence ce champ des possibles. Comme l'écrivit Virgile il y a plus de 2000 ans, ils peuvent parce qu'ils croient pouvoir. Possunt quia posse videntur. Cette phrase n'a jamais été autant d'actualité. Je suis donc heureux de la citer au moment de céder la parole au président Laurent Fabius, qui je sais être, en plus d'un grand défenseur de l'environnement, un éminent latiniste. Merci beaucoup.